Petit instant publicité, je vous annonce la sortie de ma nouvelle formation qui s'appelle Plus jamais maigre. C'est une formation où je vous accompagne pour prendre en masse, pour prendre du poids. Mais attention, c'est un programme sans aucun complément alimentaire, sans aucun shaker de protéines. Alors évidemment, ça ne va pas vous transformer en Schwarzenegger. Ça va être une prise de poids lente, mais ce sera une prise de poids en bonne santé. Et je vous accompagne pendant 2 mois. Avec le code promo MASSE, M-A-2-S-E, disponible dans la description, vous avez droit à une réduction de 40%. Le coupon sera actif pendant 2 semaines, puis la formation repassera à plein pot. J'ai vraiment hâte de vous accompagner et on retourne tout de suite à la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo physiologie. Ça fait longtemps que je voulais en faire, c'est la première. Et aujourd'hui on va parler des reins. Pour introduire un petit peu le sujet, j'aimerais vous dire que le corps est une fantastique machine à recycler. Le corps, vous lui donnez des nutriments, il va en faire le maximum. Il va récupérer tout ce qu'il peut et il va vraiment éliminer les déchets et ce dont il a le moins besoin. Le corps a vraiment cette faculté incroyable à tout recycler, à récupérer tout ce qu'il peut réutiliser pour son fonctionnement. Et les reins, c'est vraiment l'organe qui illustre cette capacité qu'a le corps. Alors les reins, ils ont 3 grands rôles qu'on peut identifier. Le premier rôle, c'est un rôle d'homéostasie. C'est-à-dire que vous savez, dans le corps, on a des caractéristiques qu'il faut maintenir à une valeur ou dans une plage de valeur précise pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc le rein va jouer un rôle dans l'homéostasie de l'équilibre acido-basique pour maintenir le pH dans une valeur de fonctionnement optimale. Il va également jouer un rôle dans l'homéostasie hydrique, c'est-à-dire qu'on a des liquides à l'intérieur du corps, on a du sang, on a de la lymphe par exemple, donc il est important de maintenir pareil un certain volume pour ces différents fluides. Et enfin, le rein va jouer un rôle dans l'homéostasie minérale, c'est-à-dire qu'il va, selon les situations, garder ou excréter des minéraux. Le deuxième grand rôle des reins, c'est la filtration du plasma sanguin. Ben oui, vous le savez, le sang amène, emporte, transporte des nutriments, mais également des déchets, et notamment le plus connu c'est le CO2, donc le déchet le plus transporté à l'intérieur du corps, le plus produit à l'intérieur du corps. Donc le rein a pour rôle de filtrer le plasma sanguin et donc d'excréter les déchets dont on n'a plus besoin. Des déchets qui sont naturellement produits par le fonctionnement du corps, il faut bien le préciser. Et enfin, le troisième grand rôle du rein, il est un petit peu moins connu, c'est un rôle de régulation de la pression artérielle. Donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à ce phénomène de filtration du rein, mais avant, voilà, on va rapidement passer sur l'anatomie, on ne va pas rentrer dans le détail, juste pour avoir un petit aperçu. Les reins, comme son nom l'indique, sont au nombre de 2. Ils sont situés sur le flanc gauche et le flanc droit, c'est-à-dire de part et d'autre du nombril. Ils sont situés en arrière par rapport au foie, au pancréas et l'estomac. Et les deux sont irrigués par la veine cave inférieure et l'artère aorte. Donc ils reçoivent un flux sanguin important à chaque instant. Au niveau de leur forme, les reins ressemblent à des petits haricots. Ils sont surplombés par les glandes surrénales dont on verra une caractéristique à la fin de cette vidéo. Donc je vous l'ai dit, au niveau anatomique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour simplifier grosso modo voilà, la vision anatomique du rein, vous pouvez vous dire que chaque rein est composé d'une portion, d'une zone centrale qu'on va appeler la zone médulaire et d'une zone périphérique qu'on va appeler la zone corticale. Et au niveau de cette zone corticale, on va retrouver ce qu'on appelle les pyramides de Malpighi. Ce sont des zones bien en forme de pyramide dans lesquelles on va retrouver l'unité fonctionnelle du rein qu'on appelle le néphron. Et si vous voulez, le néphron, c'est ce qu'on va un petit peu étudier aujourd'hui. C'est un réseau de canaux, c'est un réseau de tubes dans lesquels va s'effectuer réellement la filtration du sang. Donc on l'a dit, on a notre artère aorte qui amène le sang au rein par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le île du rein. Et donc, cette artère va donner naissance à tout un tas de vaisseaux sanguins qui vont littéralement irriguer tout le rein. Donc vous allez me dire, où est le point de départ de tout cela? Eh bien, le point de départ de cette filtration se situe dans ce qu'on appelle la capsule de Bowman, dans un glomérule. C'est-à-dire que si vous voulez, la capsule de Bowman, c'est l'endroit littéralement où le sang va rencontrer
le réseau de tubes, le néphron. Donc je vais vous le faire afficher à l'écran, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Le glomérule a une structure sphérique et donc le déplacement du sang vers le côté tubulaire, vers le néphron, va se faire par une différence de pression. Et c'est vraiment cette différence de pression qui va induire ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. Alors à cet endroit-là, de la capsule de Bowman, il y a une première filtration qui va se faire. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que, eh bien, au niveau de cette paroi qui sépare les deux milieux, on a des cellules qui s'appellent les podocytes et qui vont agir vraiment comme une grille. C'est-à-dire que toutes les molécules qui seront supérieures à une certaine taille, une taille de 70 ou 70 kilodalton, eh bien, toutes ces molécules-là ne passeront pas. Par exemple, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes ou encore les protéines de trop grande taille, comme l'albumine par exemple. Toutes ces molécules-là ne vont pas passer et vont rester dans le sang. A l'inverse, toutes les molécules de petite taille, comme l'eau, les ions, les sels minéraux ou le glucose par exemple, vont traverser les podocytes et se retrouver dans le chemin de canalisation. On estime qu'à peu près 20% du volume du sang qui arrive dans le glomérule traverse pour se retrouver dans le néphron. Donc voilà, on se retrouve dans notre néphron avec un liquide qui a subi une première filtration et donc qui contient du glucose, des ions et de l'eau. Donc ce filtrat va maintenant traverser 4 étapes, 4 canalisations différentes dans lesquelles il va y avoir différents phénomènes qui vont se produire. La première section que va traverser le filtrat, c'est ce qu'on appelle le tube contourné proximal. Donc que va-t-il se passer dans cette première section? Eh bien, il va y avoir tout d'abord une réabsorption massive de sodium. Donc une réabsorption, c'est-à-dire que le sodium qui est dans notre filtrat, qui est censé devenir plus tard l'urine, le sodium va repartir dans le sang. Donc il va être réabsorbé, on va le garder à l'intérieur de nous. Comment se fait cette réabsorption? Eh bien cette réabsorption se fait selon un transport qu'on appelle actif, c'est-à-dire qui nécessite de l'énergie, de l'ATP, et il va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une pompe, et en l'occurrence la pompe sodium-potassium. Donc là on rentre un petit peu dans des notions de biologie cellulaire. Donc si vous voulez, une cellule, elle a différents outils. Et notamment sur sa membrane, elle a ce qu'on appelle des protéines transmembranaires et elle a notamment ce qu'on appelle des pompes. Et ces pompes, elles servent à quoi? Elles servent à faire rentrer des minéraux à l'intérieur de la cellule lorsqu'elle en a besoin ou en faire sortir. Et une des pompes qu'il est très commun de retrouver dans le règne du vivant, c'est la pompe sodium-potassium. Une autre chose à ajouter, c'est que cette réabsorption de sodium, elle va se faire selon ce qu'on appelle un cotransport de glucose. Donc qu'est-ce que ça veut dire encore tout ça? Ça veut dire que, eh bien, pour réabsorber grosso modo une molécule de sodium, la cellule a également besoin d'absorber une molécule de glucose. Il va y avoir un transport commun entre une molécule de sodium et une molécule de glucose qui vont se déplacer en même temps pour rejoindre la circulation sanguine. Et là, c'est quand même très intéressant de noter ça. Si vous voulez, on vient de pointer du doigt quelque chose de très intéressant, et après je ferme la parenthèse, c'est que dans le corps humain, à l'échelle du vivant, il n'y a rien qui ne se passe tout seul. Les enzymes, les sels minéraux, les ions, le glucose, tout bouge en même temps. Il y a une véritable synergie entre les éléments du vivant. Une chose aussi à noter, c'est que cette réabsorption de glucose, elle se fait seulement si la concentration de glucose est inférieure à 10 millimoles par litre. Au-delà, eh bien, le glucose va rester dans les urines puisqu'on va saturer la capacité de réabsorption. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont diabétiques et qui n'arrivent pas, qui ont une glycémie trop élevée dans le sang, eh bien, elles voient tout simplement du glucose, elles perdent du glucose dans leurs urines. C'est d'ailleurs un des premiers signes à vérifier lorsqu'on veut surveiller, lorsqu'on veut prévenir le diabète. Donc voilà, dans le tube contourné proximal, on a une réabsorption massive de sodium. Mais attention, qui dit réabsorption massive de sodium, dit également réabsorption d'eau. Et oui, si vous faites fuiter le sodium hors de votre filtrat vers votre sang, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer ce qu'on appelle un gradient de concentration. C'est-à-dire que vous allez avoir votre sang qui est plus chargé en sel et votre filtrat qui est moins chargé en sel.
Et donc, que va faire l'eau dans le filtrat? Elle va suivre le sodium, puisque l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour créer une homéostasie par osmose. Donc on va également avoir une réabsorption d'eau dans cette section-là. Enfin, on va également avoir une réabsorption d'acides aminés, de bicarbonate, tant que leur concentration est inférieure à 27 mmol par litre. On va également réabsorber du phosphate, du calcium et aussi de l'acide urique. Donc voilà, dans ce tube contourné proximal, grosso modo, on va principalement réabsorber des ions, des acides aminés et du glucose. Ensuite, la deuxième section que va traverser le filtrat, c'est ce qu'on appelle la anse de Henle. Donc si vous voulez, c'est une section en forme de fer à cheval qui contient une partie descendante et une partie ascendante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la partie descendante, la membrane va être perméable à l'eau mais imperméable aux ions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cette anse de Henle, si on reprend anatomiquement le schéma du néphron, elle se trouve dans la zone médulaire, donc dans la zone centrale. Et cette zone centrale, elle est très salée. Donc encore une fois, que va faire l'eau du filtrat? Puisque le milieu extérieur est plus salé, elle va se déplacer. Donc il va y avoir une réabsorption d'eau au niveau de la partie descendante, puisque la membrane est perméable à l'eau, mais pas perméable aux ions. Donc on va perdre de l'eau dans cette partie descendante, on va la réabsorber. Dans la partie ascendante, que va-t-il se passer? Eh bien dans la partie ascendante, la membrane n'est plus perméable à l'eau, mais devient perméable aux ions. Donc que va-t-il se passer? On vient de perdre de l'eau. Donc pour rétablir l'homéostasie, eh bien, on va cette fois avoir une réabsorption d'ions, et notamment de NaCl, donc de sodium et de chlore. Ensuite, on va arriver à la troisième section, qui est ce qu'on appelle le tube contourné distal. Donc le tube contourné distal, il est le siège de deux régulations très importantes. Il est le siège de la régulation acido-basique et de la régulation hydroélectrique. Donc vous savez que le pH sanguin doit être maintenu dans une plage très précise pour le bon fonctionnement du corps. Donc en fonction des besoins de l'organisme, voilà ce qu'il va se passer à cet endroit-là. On a deux systèmes qui permettent de réguler le pH sanguin et donc ce qu'on appelle les ions H+, les ions hydrogènes qui sont responsables de l'acidité du milieu dans lequel ils se trouvent. Le premier système qu'on a pour réguler l'acidité, c'est un système qui est très rapide, mais pas très puissant, c'est le système pulmonaire. Donc les poumons vont excréter des ions H+. Donc comment ça va se faire? Ça va se faire selon l'équation suivante. Les ions H+, qu'on a envie d'excréter, ils vont se lier avec des bicarbonates que nous avons en réserve pour former de l'acide carbonique. Et cet acide carbonique va être excrété par les poumons sous forme de CO2, donc de dioxyde de carbone et d'eau. Ensuite, le deuxième système qu'on a pour réguler l'acidité, il est moins rapide, mais il est plus puissant. Ce sont les reins. Donc que vont faire les reins? Eh bien, ils vont associer donc dans le filtrat, dans ce tube contourné distal, on va avoir des ions H+ qui vont se lier avec des acides aminés, pour être plus précis, des groupements amines des acides aminés, pour créer ce qu'on appelle des ions ammonium. Et ces ions ammonium vont être excrétés, ils vont rester dans le filtrat, dans l'urine, et donc vont être excrétés lors de la miction, dans les urines. Donc on voit là qu'on a un parfait système pour faire la régulation acido-basique de notre organisme. Une chose à noter aussi, c'est que les bicarbonates sont réabsorbés au niveau du tube contourné proximal, comme on l'avait expliqué précédemment. Donc si vous voulez, on a sans arrêt une réserve de bicarbonate qui est là pour faire cette régulation acido-basique. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux que c'est plus difficile de nous manipuler en nous disant que on va s'acidifier le corps en mangeant un morceau de parmesan plutôt qu'en mangeant une salade de carottes. La régulation acido-basique se fait par le système rénal et le système pulmonaire. Point barre. Il n'y a aucune alimentation qui puisse nous acidifier. Et on voit bien ici que la régulation acido-basique, elle dépend de la fonctionnalité de nos reins et de nos poumons. Et elle dépend évidemment du bon fonctionnement de notre état général du corps. Donc si on n'apporte pas les bons nutriments à notre organisme, si on n'a pas l'activité physique adéquate, si on n'a pas le bon sommeil et si on a une quantité de stress trop importante par rapport à ce qu'on est capable d'encaisser, notre fonction rénale, notre fonction pulmonaire vont être affectées forcément. Donc on voit bien que c'est un problème d'hygiène globale. Ce n'est pas un problème de « je vais manger tel ou tel aliment qui va m'acidifier ». Ça, Robert Masson nous en avait déjà parlé.
eh bien, on sait qu'aujourd'hui, tout ça, c'est de la foutaise. Ça a été démonté par plein d'articles scientifiques, par des études scientifiques. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à lire l'excellent article d'Innov Naturopathie sur le sujet qui sera en description. Bon, revenons à nos moutons. Le deuxième ajustement qu'il va y avoir au niveau de ce tube contourné distal, c'est l'ajustement hydroélectrique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir une hormone qui va contrôler la réabsorption des minéraux qui restent dans le filtrat. Et cette hormone s'appelle l'aldostérone. Donc l'aldostérone, elle va principalement contrôler la réabsorption du Na+. Mais comme vous savez que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout est lié. Elle va forcément engendrer la réabsorption d'autres minéraux, du chlore et encore une fois de l'eau. Alors on ne va pas rentrer dans le détail sur ce qui pousse le corps à produire l'aldostérone, mais dites-vous simplement qu'il y a une chaîne de réaction énorme, une boucle de régulation qui permet d'activer ou non l'aldostérone. Enfin, la dernière section que va traverser le filtrat, c'est ce qu'on appelle le tube collecteur. Donc voilà, c'est le tube final qui va sortir des pyramides de Malpighi pour se retrouver dans les calices et donc qui va amener l'urine, qui va traverser les uretères et donc se retrouver dans la vessie. Et donc dans ce tube collecteur, il va également y avoir une hormone qui va jouer une action. Cette hormone s'appelle la vasopressine et c'est une hormone qui est antidiurétique, c'est-à-dire au plus le corps va sécréter de la vasopressine, au plus il va y avoir une réabsorption d'eau. Donc cette vasopressine, elle est produite par l'hypothalamus et elle est stockée au niveau de l'hypophyse. Et donc c'est elle qui va décider si il faut encore réabsorber de l'eau ou si on laisse cette eau dans les urines. La vasopressine, comme pour l'aldostérone, elle est en fin d'une énorme chaîne de réactions hormonales enzymatiques. Donc je vais vous mettre le schéma si ça vous intéresse, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Dites-vous simplement que le corps, il a des détecteurs, il a des capteurs qui lui permettent de savoir s'il doit sécréter plus ou moins de telle ou telle hormone. Et donc, les actions de telle ou telle hormone, comme vous l'avez vu, auront pour mission d'augmenter la réabsorption ou pas de ce qu'il y a dans les urines. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que si vous affectez votre système hormonal, que ce soit par le stress, que ce soit par une mauvaise alimentation, que ce soit par un manque de sommeil, vous affectez votre fonction rénale. C'est clair et net. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, que peut-on dire? Eh bien, on peut dire que le sang et ensuite le filtrat glomérulaire traversent toute une série de sections dans ce qu'on appelle le néphron, qui est l'unité fonctionnelle du rein. Et donc le but de ce néphron, ça va être de réabsorber un maximum de choses que le corps peut réutiliser et de laisser les déchets qui vont tomber finalement, qui vont se déverser dans les urines. Mais on voit également que cette réabsorption, elle va être dépendante de la qualité de nos tissus, elle va être également dépendante de l'action d'hormones qui sont régulées par plein de réactions de chaînes enzymatiques de tout notre système hormonal. Donc on voit bien que, encore une fois, tout est interdépendant. La fonctionnalité des reins, l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydrique, la volémie. Au plus on rentre dans la physiologie, au plus on se rend compte vraiment que tout est interdépendant et qu'encore une fois, au niveau des reins, de la régulation acido-basique, on se rend bien compte que l'acidification par des produits animaux ou l'alcalinisation par des fruits ou des légumes n'a aucun sens. Et je vais insister là-dessus parce que c'est quand même très important. On vient de le voir, il y a une homéostasie dans le corps. L'acidité, l'équilibre hydrique, l'équilibre en sels minéraux se régule tout seul. Ça se régule tout seul. C'est vraiment ignorant que de croire que parce qu'on mange un morceau d'entrecôte, parce qu'on mange des carottes râpées, on va changer le pH du corps. Et je vous prends juste un dernier exemple, ensuite j'arrête avec mon histoire. Un exemple très simple, c'est quand vous faites du sport. Quand vous faites du sport, qu'est-ce qui se passe? Vous vous acidifiez, donc que fait votre corps? Naturellement, vous respirez plus vite. Et pour la bouffe, c'est exactement la même chose. Si vous mangez des aliments qui sont un petit peu plus acidifiants que d'autres, vos poumons ils travaillent un peu plus, vos reins ils travaillent un peu plus. Ils sont là pour ça. Les reins sont faits pour filtrer l'acidité, sont faits pour filtrer les déchets, tout comme les poumons sont faits pour dégager le CO2. C'est exactement la même chose. Et on dirait à personne que faire du sport tous les jours, d'utiliser ses poumons, c'est mauvais pour la santé. Moi je pense que c'est exactement pareil pour les reins. Pourquoi est-ce que manger de la viande et excréter un petit peu plus d'acide serait mauvais pour la santé? Non, il n'y a aucune raison. Tout comme il n'y a aucune raison de faire moins de sport parce que ça nous acidifie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça,
de physiologie, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça moi j'en referai. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!